À 20h, mesdames, messieurs, bonsoir. Voici les titres. À la une de l'actualité ce soir, Grand Magal de Touba 2023. Les fidèles mourides pourront rallier la ville sainte par le train. Assurance du directeur général des grands trains du Sénégal. Des tests sont prévus dans les jours à venir. La Falémé est en danger. Le principal affluent du fleuve Sénégal est menacé par une floraison clandestine d'exploitation aurifère. Un vrai désastre écologique pour la Falémé devenue rougeâtre. Les spécialistes alertent dans le grand format de ce mercredi. Le ciel rouvre ses vannes à Ziguinchor après plus d'une semaine de pause pluviométrique. C'est le retour de la pluie. Le développement des cultures n'est pas menacé, rassurent les services de la météo. Au menu des reportages vacances ce soir, focus sur les plages qui refusent du monde en cette période d'été et camps de vacances où les enfants sont initiés à l'informatique et au digital. Bonsoir à tous et bienvenue. Concertation sur le PAP 3 du plan Sénégal émergent. Le ministère de l'économie, du plan et de la coopération à travers la direction générale de la planification et des politiques économiques a échangé avec les acteurs territoriaux sur la stratégie de formulation du troisième plan d'action prioritaire. Des propositions et observations ont été émises par les élus. Compte rendu Mariam Biramba. Depuis 2014, le Sénégal a adopté le plan Sénégal émergent comme référentiel en matière de politique économique et sociale pour atteindre l'émergence économique en 2035. L'élaboration de la troisième phase du PSE s'est déroulée dans une démarche inclusive. Après la société civile, les universitaires, les institutions internationales, c'est au tour des collectivités territoriales pour une meilleure formulation du PAP 3. Vu le rôle capital que jouent les élus dans la dynamique de développement des territoires, le ministère de l'économie, du plan et de la coopération a jugé opportun de tenir cette concertation pour recueillir vos avis et observations pour les 5 prochaines années. Et cette rencontre est le tremplin pour des échanges et discussions féconds dans un cadre participatif et inclusif pour renforcer la synergie entre les acteurs de développement que vous êtes et le gouvernement à travers le ministère de l'économie, du plan et de la coopération, afin de parvenir à un développement inclusif. Cette rencontre constitue la troisième du genre d'une série de partages du rapport de synthèse des travaux de formulation du PAP 3, coordonné par la DGPPE, une initiative saluée par ses acteurs territoriaux, disposés à accompagner l'État tout en sollicitant l'appui des pouvoirs publics. Nous saluons la performance vraiment réalisée depuis 2014 jusqu'à nos jours et surtout aussi ces résultats que nous avons obtenus sur la croissance, malgré les efforts de l'État. C'est que nous souhaitons que ce PAP 3 puisse vraiment corriger et que le Sénégal encore puisse davantage gagner de place dans le cadre de transfert de ressources de l'État vers les collectivités territoriales. Au-delà du renforcement des moyens de l'État en faveur des collectivités territoriales, notre ministère, à travers une de ces structures, fait la promotion des PPP pour, en tout cas, faciliter la mise en œuvre du nouveau cadre des PPP pour permettre à ce que les collectivités se dotent de suffisamment de moyens pour mettre en œuvre leur politique de développement. Ce cadre qui a regroupé autorités publiques et 74 acteurs, maires et présidents de conseils départemental va certainement relever les défis et enjeux de l'heure en vue de hisser le pays sur la rampe de l'émergence. Au même moment, les acteurs locaux intervenant dans le dédouanement de marchandises à Rosso, Sénégal, sont initiés au système Gaïndé après une semaine de formation. Les transitaires, déclarants et opérateurs économiques se disent prêts à s'approprier l'outil pour en tirer le meilleur profit. Abdouad. Formés à l'utilisation de Gaïndé, l'agent des douanes Khadjata Sall et le déclarant Babacar Ndaw naviguent avec aisance dans la plateforme. Avant, on travaille avec le système manuel, avec des machines dactylo. Le système manuel va disparaître. Donc, actuellement, c'est le système Gaïndé. Donc, il y a l'efficacité, mais aussi la rapidité. Que la plateforme du système Gaïndé soit accessible et disponible au niveau de Rosso. On espère qu'il y aura un changement, surtout au niveau de la rapidité, qui va avoir forcément un impact sur les recettes à venir. Cette formation a touché plus de 60 usagers, agents des douanes et déclarants réunis.
La Direction générale des douanes a également mis à la disposition des commissionnaires en douane une salle équipée d'ordinateurs. On va être en phase avec ce qui se passe ailleurs, je veux dire, comme à Dakar, ou bien ce qui se passe actuellement dans le monde moderne. Donc cet outil de travail va nous permettre aussi de nous faciliter la procédure de développement. Je pense que ça, c'est vraiment une bonne chose. Avec la douane, on est vraiment rassuré qu'il n'y aura pas d'inquiétude par rapport à la transition, comme on dit. Le Gaindé à Rosso est une réponse de l'administration des douanes aux exigences de qualité de service et à une meilleure prise en charge des sollicitations des acteurs locaux. Cela va permettre d'avoir une plus grande maîtrise de l'assiette fiscale. Comme vous le savez, Gaindé quand même est une solution qui offre pas mal de possibilités pour une meilleure maîtrise de la valeur en douane, de l'origine des marchandises, mais également ça permet d'avoir toutes les informations utiles pour un contrôle efficace des déclarations. Cela aussi va permettre de réduire le temps de passage en douane, qui est un critère extrêmement important de performance de notre administration. Désormais, plus besoin d'aller à Dakar pour le traitement de dossiers ou d'escorte de marchandises pour défaut de prise en charge sur place. Ce, en parfaite adéquation avec le programme de modernisation de l'administration des douanes qui promeut la douane de demain. Il y a des commissionnaires en douane qui sont installés en tout cas autour du bureau, mais qui n'ont pas les mêmes capacités que leurs pairs qui sont à Dakar. Donc l'idée, c'est de s'accompagner dans le changement. Parce que naturellement, le changement, il y en aura. L'informatique ne vient pas pour chambouler. Elle vient pour simplifier, adapter, sécuriser, mais aussi ça appelle quand même un petit effort de changement. Et ça, les autorités l'ont bien compris. Les acteurs qu'on a rencontrés sont dans les dispositions pour accompagner le projet. Le Gaindé à Rosso est aussi une anticipation sur le développement de flux de marchandises, de biens et de personnes, attendu avec la mise en service du pont de Rosso, dont les travaux sont en cours de finalisation. Ce communiqué qui nous vient du haut commandement de la gendarmerie nationale et direction de la justice militaire, objet engagement de militaires du rang des armées libérées. La gendarmerie nationale invite les militaires du rang des armées ayant déjà effectué la durée légale du service militaire, âgés de 32 ans ou plus au 31 décembre 2023 et candidats au rangement à se présenter à partir du lundi 21 août 2023 à la division admission mobilisation d'âmes sise au quartier Samba Djiri Diallo à Colobane. Les intéressés se muniront des documents ci-après: livret individuel, état signalétique, certificat de bonne conduite, extrait du casier judiciaire, copie légalisée de la carte nationale d'identité et éventuellement de copies légalisées des diplômes civils et militaires. La Poste doit revoir son modèle économique, épouser les nouveaux outils numériques afin de répondre aux exigences du marché, selon Mohamed Diaité, invité du magazine Le Point ce soir. Le directeur général de la Poste dresse les contours de la restructuration dans laquelle il a engagé l'entreprise. Je vous propose de l'écouter. Nous avons conçu un plan qu'on a appelé plan stratégique d'expansion de la Poste. C'est un plan qui comporte 3 axes essentiellement. Le premier axe porte sur l'amélioration de la gouvernance de la direction générale de la Poste et de ses filiales. Le deuxième porte sur l'amélioration de l'offre de services. Et le troisième porte sur la numérisation. La numérisation des procédures, la numérisation des produits et offres de services. Et c'est ce plan stratégique que nous sommes en train de dérouler, autant au plan institutionnel qu'au plan opérationnel. Au plan institutionnel, il est prévu dans un premier temps une restructuration du groupe La Poste en soi-même, parce que La Poste est un groupe d'entreprises avec une société mère qui est La Poste elle-même et 2 filiales. Une filiale qui s'occupe des activités parabancaires, Caisse nationale d'épargne, compte courant postaux, qui s'appelle Poste Finance, et une autre filiale qui s'occupe du mailing express international et d'autres activités connexes de logistique et de transport, qui s'appelle Express Mailing Service in Sénégal, EMS. Il y a lieu donc de restructurer ce groupe
est de transformer la partie parabancaire en banque postale. Parce qu'une banque, c'est quoi? C'est des prestations de services, c'est également des gestions de comptes, mais c'est aussi le crédit. Il se trouve que Poste Finance, aujourd'hui, gère un portefeuille, réalise des prestations de services, mais n'a pas accès à l'octroi de crédit. Donc, il va falloir faire ce saut pour que la banque puisse être installée et que Poste Finance puisse être transformée en société bancaire. Mais cela nécessite des préalables. Parce que les critères de convergence de l'UEMOA ainsi que les règles qui sont sous la surveillance de la BCEAO ne permettent pas à une banque d'avoir un capital exclusivement public, alors que la Société nationale La Poste a un capital exclusivement public. Il faut privatiser. Donc il va falloir ouvrir le capital, peut-être pas forcément privatiser, mais ouvrir le capital partiellement au privé, oui. Et je pense que le mieux d'ailleurs serait que l'État, en tout cas le capital public reste majoritaire, mais que le capital puisse s'ouvrir au privé pour répondre aux critères de la BCEAO. Le point sur La Poste avec Mohamed Daïté, directeur général groupe La Poste, à suivre après ce 20h. Les fidèles mourides pourront rallier la ville sainte de Touba par le train pour la célébration du Grand Magal. C'est l'assurance du directeur général des grands trains du Sénégal. Déjà 2 locomotives sont stationnées à la gare de Thiès en attendant le grand départ prévu le 1er septembre prochain. Mais avant le départ, des tests seront faits les jours à venir pour optimiser les mesures de sécurité. Les précisions de Fatima Tabanelba. Le 1er septembre 2023, une date à retenir, la date de la reprise du trafic ferroviaire. À l'arrêt depuis 2019, le train va siffler à nouveau sur l'axe Thiès-Touba. À quelques jours de ce grand événement religieux qui draine des centaines de milliers de fidèles, l'heure est à la préparation des locomotives qui ont été bien retapées, repeintes et mises aux normes pour le plus grand bonheur des voyageurs. Lors du Conseil des ministres du 12 juillet 2023, le président de la République a demandé au Premier ministre d'organiser un conseil interministériel sur la stratégie nationale ferroviaire. C'est dans le cadre de cette stratégie, justement, que aujourd'hui nous entendons aller à Touba. Ce qui fait donc que la CFS a également entrepris de réhabiliter la voie qui quitte Thiès pour aller à Touba. Par note, donc, la CFS a autorisé à GTS donc, de reprendre la circulation en tant que régulateur de la circulation ferroviaire. C'est compte tenu donc de l'ensemble de ces considérations que nous sommes prêts aujourd'hui à remettre les trains sur les rails. Les trains sur de bons rails peuvent permettre aux passagers de voyager dans des conditions optimales. Les grands trains du Sénégal ont déjà obtenu le visa technique délivré par un ingénieur des chemins de fer du Sénégal. Depuis 2019, on est à l'arrêt, mais c'est un arrêt purement de l'exploitation. Côté technique, on en a profité pour faire une remise à niveau de notre matériel sur beaucoup de systèmes tels que la climatisation, freinage, tout ça, on en a repris pour qu'il soit beaucoup plus performant. Côté carrosserie, comme vous le voyez, c'est déjà peint, réparé. Avant de faire le Magal, nous allons faire des trains d'essai parce que la voie est restée longtemps sans être utilisée. Actuellement, le gestionnaire de l'infrastructure est en train de remettre aux normes les infrastructures. Donc à partir de demain, nous allons organiser pour 4 jours des circulations à Blanc, de Thiès, Diourbel jusqu'à Touba, pour vérifier l'état des rails, l'état du matériel, que les populations sentent que les trains ont repris à circuler parce qu'il y a énormément de passages à niveau clandestin sur la voie. Donc les gens se remémorent que les trains vont reprendre. Le ferroviaire reste un transport de masse incontournable avec des tarifs très compétitifs, assure le directeur général des GTS. Au total, 3 trains seront mis en circulation avec une capacité d'accueil de 240 passagers chacun. Et aucune surcharge ne sera autorisée. Nous avons fait des études sur le trafic au niveau donc, des véhicules, transport en commun. Nous avons également fait des études par rapport aux tarifs qui étaient appliqués il y a quelques années. Et l'ensemble de ces considérations nous ont permis aujourd'hui d'avoir un tarif optimal que nous avons soumis à l'autorité, en l'occurrence Monsieur le ministre des Infrastructures et des Transports terrestres et du désenclavement, qui donc devrait prendre une décision qui, je suis persuadé, sera à la satisfaction totale des usagers qui sont nostalgiques du train
et qui savent que le train est ce moyen de transport qui en même temps allie la sécurité et le confort. Les nostalgiques peuvent donc se tenir prêts. Le train va siffler à nouveau de Thiès à Touba. C'est prévu et tout est fin prêt. Toutes les dispositions ont été prises côté train, côté locomotive et même côté personnel. Le personnel a été mis à niveau, le personnel technique surtout. Donc le train va rouler à nouveau 4 ans après, depuis 2019 qu'il est à l'arrêt, 3 jours avant le Magal et 3 jours après le Magal, Inch'Allah, les populations peuvent se tenir prêtes. Ils pourront prendre le train ici pour aller vers la cité de Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rassoul. Fatimata Banelba, les cheminots de Thiès se félicitent justement de la reprise du trafic ferroviaire. Pour eux, le transport ferroviaire doit être un des piliers du développement du Sénégal, mais aussi une solution aux multiples accidents de la route. D'ailleurs, l'axe Dakar à Tambacounda est en pleine réhabilitation. Babacar Gueye est le secrétaire général du syndicat des travailleurs du rail. Il est toujours au micro de Fatimata Banelba. Quand tout le monde craignait qu'on ne pourrait pas être au rendez-vous, on ne pourrait pas réussir à être au Magal de Touba, qui depuis plus de 6 ans maintenant n'a pas eu lieu avec le train. Donc si nous parvenons aujourd'hui à faire quelque chose pour pouvoir redémarrer avec le train à Touba, donc nous ne pourrons être que satisfaits. Nos équipes sont actuellement à 1 km de Touba, de la gare de Touba. Dans un temps record, ils ont réussi à accomplir un travail vraiment grandiose. Donc maintenant, si vous voyez, on a commencé le 19 juillet passé pour reprendre l'infrastructure ferroviaire. Actuellement, on peut dire que c'est presque fait, ce qui motive aujourd'hui qu'on est à la phase test pour les trains de GTS. Maintenant, nous leur félicitons et les encourageons aussi davantage à maintenir cet engagement parce qu'il reste d'autres défis importants pour les chemins de fer du Sénégal, notamment avec le Dakar-Tamba qui est déjà en place. Donc, mais aussi, il faut noter l'engagement et le dévouement de nos collègues et frères des grands trains du Sénégal, qui ont réussi aussi à faire un entretien sur ces rames et locomotives pour être à ce grand rendez-vous aujourd'hui. Tout le monde est conscient aujourd'hui que seuls les rails peuvent soulager les problèmes du port autonome de Dakar, réduire les nombreux accidents et les dégradations sur nos routes, mais aussi préparer le transport lié à l'exploitation future des découvertes minières du pays pour enfin donner un visage que le rail est le premier pilier du développement du Sénégal. Je vous l'annonçais en début de journal, la Falémé est en danger. Le principal affluent du fleuve Sénégal est aujourd'hui menacé du fait de l'homme. Les exploitants aurifères ont élu domicile le long de cette rivière qui sert de frontière naturelle entre le Sénégal et le Mali. 600 sites clandestins sont recensés. Vous allez le voir, un vrai désastre écologique pour la Falémé devenue rougeâtre. C'est le grand format de ce mercredi. Il est signé Tidiane Cissé. Désastre environnemental pour les uns, catastrophe écologique pour les autres. Pas besoin en tout cas d'être hydraulicien pour savoir que la Falémé souffre des agressions de l'homme. La Falémé a subi énormément d'agressions dues au simple fait de l'exploitation de l'or. Le fait d'exploiter un filon aurifère demande de très fortes quantités d'eau, de très forte quantité d'eau. Et cette eau est puisée sur le fleuve. Après traitement, cette eau est reversée sur le fleuve. Avant, il y avait un orpaillage traditionnel qui ne faisait pas de mal. C'était les vieilles mamans, après la saison de pluie, ils allaient faire un petit orpaillage pour avoir quelques grammes d'or. Maintenant, ça s'est internationalisé. Il y a des orpailleurs qui viennent du Burkina, du Mali, de la Haute-Volta. Et maintenant, ce qui est plus grave, des Chinois.
Cette exploitation artisanale de l'or a négativement impacté la Falémé. Le cours d'eau a perdu sa potabilité. Son eau est devenue un danger pour ses utilisateurs. Les vaches et les quilles, donc quand ils viennent ici manger comme ça, leur ventre gonfle. Donc ça c'est un problème d'abord à nous. C'est ici que les femmes viennent pour linger. Mais actuellement, on ne peut plus. Elles ne peuvent plus venir linger. On ne peut plus utiliser l'eau là. L'orpaillage, qui a pendant longtemps été une économie de subsistance, est devenu aujourd'hui la principale activité de la plupart des populations riveraines de la Falémé, que ce soit du côté malien ou du côté sénégalais. En 2018, on a fait une tournée qui est partie de Arundu, à l'embouchure de la Falémé, jusqu'à la frontière presque guinéenne. On a fait 120 villages riverains. Et on a mis en place le comité de veille et d'alerte de la Falémé Mali-Sénégal pour sensibiliser les populations, pour dire ce que vous faites en train de faire ici, ça tue des gens là-bas. Les populations ont été obligées soit de se reverser eux aussi dans l'exploitation artisanale de l'or ou bien d'aller vers d'autres cieux pour exploiter d'autres perspectives. Dégradation de la végétation, des sols, de l'écosystème, disparition du tapis herbacé. Certaines conséquences de cette pollution sont aujourd'hui irréversibles. À Kolia, Sahen Soutou, Moussala ou Kenyeba, partout le stress hydrique s'installe chez les populations. S'ils veulent toujours sauver la Falémé, qu'ils essayent, mais moi je ne suis plus optimiste, car ce fleuve n'a plus d'hippopotames, pas de crocodiles, ni de poissons. Il n'y a plus de faune, il n'y a plus de flore dans le fleuve. L'agriculture n'est plus possible parce que cette eau n'est plus propre à cet effet. À cela vient s'ajouter un autre phénomène beaucoup plus néfaste avec l'utilisation de produits comme le mercure, le cyanure qui sont interdits par le code minier sénégalais de 2016. Il y a d'autres personnes qui ont beaucoup plus de moyens, qui utilisent ce que l'on appelle des dragues. C'est des branchements qui vont en profondeur. Ils créent des sillons. Ils récupèrent la matière, font le traitement sur place, reversent encore les produits chimiques utilisés dans le fleuve. Pour trouver des solutions à cette situation, Akidira par exemple, les populations ont mis en place un collectif de veille et de surveillance de la Falémé qui aujourd'hui pense qu'il faut sensibiliser, surveiller, mais surtout réprimer. Le collectif il est né en 2018 parce qu'il y a un petit groupe de pêcheurs et de bonne volonté qui ont vu la situation du fleuve, la coloration qui a complètement changé. Ils se sont dit, il faut qu'on se lève pour arrêter cette situation-là. Il y a eu, si je me rappelle bien, 38 ou 40 villages riverains qui se sont réunis pour surveiller et alerter tout ce qui se passe au niveau du fleuve, notamment au niveau de la pollution due par l'orpaillage. Conscient de la situation, l'État du Sénégal a envoyé en février 2023 une mission d'évaluation à Kidira. L'objectif, constater de visu la situation sur le terrain pour trouver des solutions. Évidemment, il y a des formes de pollution qu'on ne peut pas déterminer à l'œil nu. Donc nous sommes venus avec un laboratoire mobile qui permet de faire des échantillonnages. Et ces échantillonnages-là vont être analysés à Dakar pour déterminer la nature de la pollution et éventuellement faire des recommandations qui pourront entrer dans la solution globale que les autorités pourraient prendre. Selon les résultats d'un échantillon analysé par la BBC, publié en avril 2023, la concentration en mercure dans la Falémé serait plus de 2 fois supérieure à la norme sénégalaise. C'est une volonté de l'État de résoudre définitivement ce problème-là. Nous avons créé une direction chargée donc de l'exploitation des mines artisanales et à petite échelle, des MAP. Nous allons regarder, voir en relation avec l'OMS, la politique qu'il faut mener rapidement. Il y a beaucoup d'or qui produit aussi. Il faut réfléchir à nouveau sur l'orpaillage, comment les aider. Il faut une action concertée, n'est-ce pas, au niveau des différents États qui se partagent ce cours d'eau, qui se partagent cet écosystème pour trouver des solutions durables à la pollution de la Falémé. La Falémé est un fleuve qui a un statut international. Sa gestion dépend de l'OMVS, l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal, qui a eu également à envoyer plusieurs missions pour constater cette situation. Très franchement, c'est préoccupant. L'action de l'homme, devrais-je dire, est en train
tuer le fleuve. Il faut que les gens qui sont ici, qui polluent le fleuve, qui le mettent en danger, et c'est un petit mot, sachent qu'ils sont en train de compromettre la vie. L'OMVS a pourtant un socle juridique qui organise la gestion de ce fleuve. L'article 13 de la charte des chefs d'État et de gouvernement stipule que les États membres ont l'obligation de mettre en place des dispositions de prévention, de maîtrise d'événements pouvant résulter de causes naturelles ou d'activités humaines dommageables à l'environnement du fleuve, à la santé ou à la sécurité de l'homme. Aujourd'hui, chacun doit être en face de responsabilité. Les États pris individuellement, mais l'organisation collectivement. Donc concrètement, comme je vous l'ai dit, il faut sensibiliser. Parce que vous savez, la répression de mon point de vue ne doit venir qu'en dernier ressort. La Falémé, c'est 25% des eaux du fleuve Sénégal. Avec cette situation, c'est l'un des projets phares de l'OMVS, notamment le barrage de Gourbassi que l'organisation prévoit de construire sur ce cours d'eau qui est aujourd'hui compromis. Sa réalisation devrait augmenter la disponibilité de l'eau dans des agglomérations comme Dakar et Nouakchott. Protégeons ensemble la Falémé pour sauver le principal affluent du fleuve Sénégal. Après plus d'une semaine de pause pluviométrique, le ciel a de nouveau ouvert ses vannes à Ziguinchor depuis le 11 août dernier. Une bonne nouvelle pour les paysans. Les services météo rassurent. Le retour de la pluie ne compromet pas le développement des cultures. On fait le point tout de suite avec Abdoulaye Sinkare. L'hivernage s'est bien installé à Ziguinchor. Ce, malgré une pause pluviométrique qui a occasionné un déficit à la première décade du mois d'août. C'est seulement au niveau d'impact où on a une situation excédentaire par rapport à la normale depuis le début de l'hivernage. Pour le reste de la région, c'est une situation déficitaire à normale. Depuis le 11 août, les pluies sont de retour à un rythme soutenu, d'où une amélioration sensible de la situation. Comparé par rapport à la dernière décade du mois d'août, on avait une situation tellement un peu catastrophique sur le plan du cumul saisonnier, parce qu'on avait, observé une situation déficitaire sur la quasi-totalité de la région. Comme je l'ai dit tantôt, par rapport aux derniers pluies enregistrés, cette situation-là commence à changer petit à petit avec une situation normale qui s'installe sur une bonne partie de la région de Ziguinchor, avec une pause excédentaire au niveau d'impact. Sur le terrain, pas de grandes conséquences sur le développement des semis, mais quelques retards dans le remplissage des vallées. Ça n'a pas eu d'incidence sur les cultures, les grandes cultures, notamment l'arachide, le mil, le maïs, sorgho. Mais au niveau des vallées, ça a compromis le remplissage des vallées en eau. Parce que pour le riz a besoin d'eau. Donc l'assèchement ou bien le non-remplissage des vallées n'a pas permis la continuité dans le repiquage. Qu'est-ce qui explique cela? C'est qu'on a une bonne répartition spatio-temporelle de la pluviométrie. Certes, on est dans une situation déficitaire, mais que la répartition spatio-temporelle est très bonne, ce qui favorise un bon comportement des cultures. Le cumul journalier du 15 août révèle des précipitations sur toute l'étendue de la région, avec un pic de 300 mm au Cap Skirring. Et dans un tout autre domaine, démarrage ce matin de l'audit technique et organisationnel de fonctionnement de la chaîne de service des boues de vidange par l'ONAS. Il s'agit pour l'Office national de l'assainissement du Sénégal de valoriser le processus de collecte et de traitement des eaux usées et qui proviennent à des fosses septiques. Lamine Touré. L'assainissement autonome, une question de santé publique et d'utilité économique compte tenu de ses nombreuses implications. Au Sénégal, ce point est inscrit en priorité dans la stratégie nationale de développement durable. La valorisation optimale de la chaîne du service des boues de vidange cristallise les attentions. La Direction générale de l'Office national d'assainissement a officiellement manifesté son intérêt pour un audit technique de ce maillon du dispositif d'assainissement. Cette étude sur l'audit technique et organisationnel de la chaîne de boues de vidange, dont le lancement nous réunit aujourd'hui, entre dans le cadre des objectifs qui PME SMBV, qui est le programme fédérateur de l'intervention de tous les partenaires du Sénégal dans l'assainissement autonome en milieu urbain. L'objectif du PME SMBV
et de contribuer à l'atteinte des objectifs de la lettre de politique sectorielle, donc de développement de l'eau et de l'assainissement 2007-2025, tout en garantissant l'accès aux ménages de 20 villes sénégalaises, y compris les plus pauvres, à des services d'assainissement sécurisés. Le cabinet Environnement Déchets Eau a présenté les contours de l'audit technique. Il est décliné suivant 5 axes prioritaires. Le premier point, c'est de voir au niveau institutionnel, est-ce que l'assainissement autonome et toute sa chaîne de valeur est bien ancrée dans les institutions des ministères, dans les institutions du secteur privé et dans les institutions de la société civile. Regardez cet aspect institutionnel. Le deuxième axe extrêmement important pour nous, c'est de voir si les contrats et si les fonctionnements actuels des stations au bout de vidange est correct ou bien s'il faut l'améliorer. Le troisième point, c'est de voir dans quelle mesure toutes les stations qui sont construites depuis 20 ans remplissent leurs fonctions. Sinon, comment faire pour orienter de nouvelles fonctions dans ces stations ou s'il faut trouver de nouvelles stations d'épuration. Les 4e et 5e axes concernent l'impact sanitaire de l'assainissement autonome et la part de l'économie que peuvent procurer les stations de traitement des déchets au Sénégal. L'Office national de l'assainissement du Sénégal, ONAS, concrétise cette orientation et promeut la gestion d'une chaîne de valeur de l'assainissement autonome où les maillons accès collecte, transport, traitement et valorisation, réutilisation des bouts de vidange constituent les activités phares. Il se trouve que le maillon valorisation, réutilisation est le talon d'Achille qui empêche entre autres de faire du sous-secteur de l'assainissement, voire même du service de l'assainissement autonome, un domaine marchand à travers la valorisation des sous-produits dérivés. Pour le moment, l'audit technique et organisationnel de la chaîne de services des bouts de vidange cible les régions de Dakar, Thiès, Diourbel, Louga et Fatick. Et après la hausse spectaculaire du prix de l'oignon, les choses semblent évoluer. En effet, une légère baisse des prix a été notée chez les commerçants qui affirment toutefois que le marché n'est pas toujours bien approvisionné. Le constat de Leïkou Magnaï. L'oignon importé est partout visible au marché de Tilène et de Gueule Tapée. Selon les commerçants, les prix ont légèrement baissé, mais la situation peut encore s'améliorer. Nous vendons le kilo d'oignon à 1000 francs ou à 1200 francs CFA. Mais tous les clients n'ont pas la possibilité de l'acheter à ces prix-là. Les prix commencent à baisser. J'ai acheté 2 sacs de 25 kg à 21 500 et à 22 000. Normalement, ça devrait coûter 9 000, 10 000 ou même 10 500. Comme ça, on pourrait vendre le kilo à 600 francs ou 700 francs CFA, ou même à 400 francs. C'est dur pour les clients. La situation n'a pas vraiment évolué. Quand on va acheter l'oignon dans les dépôts, les prix ne sont pas fixes et c'est la bousculade en plus. 7000 tonnes d'oignons en provenance de la Hollande ont été réceptionnées ce week-end au port autonome de Dakar et viennent s'ajouter aux 10 000 autres introduites par les importateurs la semaine dernière. Certains commerçants disent ne pas être au courant de ce nouvel arrivage. J'ai entendu qu'il y a un nouveau stock sur le marché, mais je n'en ai pas encore acheté. L'oignon est vraiment cher. Auparavant, c'était à 8 000 ou à 9 000 francs. Mais si on s'aperçoit que ça va jusqu'à 20 000 francs, là, c'est très très cher. Je ne suis pas au courant du nouvel arrivage. Le seul problème, ce sont les prix que demandent les grossistes. Ils sont vraiment élevés. Les consommateurs, pour leur part, disent ne pas sentir la baisse des prix pour le moment. 1400 kilo soble.
On ne comprend pas ce qui se passe. Un kilo d'oignon à 1400 francs CFA. C'est trop. Alors que ça coûtait 500 ou 400 francs CFA. Pour les grandes familles, c'est plus difficile car les besoins augmentent. Depuis le début de la hausse, le ministère du Commerce a assuré que toutes les dispositions seront prises pour un approvisionnement correct du marché et la stabilisation des prix pour un retour à la normale. D'ailleurs, un autre bateau contenant 7000 tonnes d'oignons est attendu le 25 août prochain. Dans la capitale du rail à Thiès, pas encore de changement sur les prix. Les consommateurs dénoncent toujours la cherté du produit, cela malgré les 7000 tonnes reçues ces derniers jours. Fatimata Banelba a tâté le pouls du marché. Reportage. L'oignon est disponible. Le produit est bien visible dans les boutiques, dans les différents marchés de Thiès, comme le marché central, celui de Grand Thiès et dans certains dépôts de la région. Mais l'oignon reste inaccessible. On nous dit que les prix ont diminué, mais sur le marché, ce n'est pas le cas. C'est toujours aussi cher. J'habite à Khombol, je suis venue à Thiès expressément pour acheter de l'oignon. Mais les prix sont très élevés. Et j'avoue que les ménages souffrent à cause de cette situation. L'oignon coûte excessivement cher. On nous annonce que l'oignon importé est disponible au port autonome de Dakar. Mais si c'est cher là-bas, forcément ça va se répercuter sur les prix du marché. Ça fait presque 2 mois que les gens ne mangent plus d'oignon. L'oignon coûte cher. Il faut penser à diminuer les prix. L'oignon importé est disponible à Thiès. J'ai fait le tour des différents grands marchés de la ville et on m'a assuré que le produit était disponible chez les grands grossistes. C'est également disponible à Touba Mbaké et nous nous alignons au prix du marché. 20 000, 20 500 ou même 21 000 le sac d'oignons, les consommateurs fustigent les prix élevés. Cependant, l'espoir est permis de l'avis des commerçants qui rassurent qu'avec l'arrivée de l'oignon importé, les prix vont nettement baisser les jours à venir. Présentement, nous vendons entre 20 500 et 21 000 et c'est l'oignon importé qui nous vient du port de Dakar. Le prix a également nettement baissé. Il y a quelques jours, nous vendions entre 23 000 et 25 000 francs le sac. La tension a baissé un peu sur les prix de l'oignon. Actuellement, les prix varient entre 19 000 et 21 000 et on espère d'ici le Magal de Touba que ça va diminuer davantage. Mais j'avertis les populations que les prix ne vont pas diminuer comme elles le souhaitent parce que l'oignon est importé et avec les frais de douane, ça ne va pas être possible. La seule solution, c'est que le gouvernement enlève les frais douaniers et il n'y a que ça qui pourra soulager un peu les populations. Les consommateurs confrontés à la conjoncture et à la hausse vertigineuse des prix élevés appellent le gouvernement à réguler le marché des denrées de première nécessité. Tout le monde est désemparé à cause de la hausse des prix. Boutiquiers comme pères de famille sont tous dans la galère. Il faut que le gouvernement nous aide à soulager les prix. Et quand c'est cher, les gens n'ont pas aussi les moyens d'acheter. Les chefs de ménage souffrent, les gens sont fatigués. 1 kilo d'oignon à 1200. Ce n'est pas à la portée de tout le monde. Il faut que les autorités nous aident. Il faut qu'ils diminuent les prix. L'oignon reste un légume incontournable dans la cuisine sénégalaise. On le retrouve dans quasiment tous les plats. Sa rareté impacte fortement les ménages qui se désolent de son inaccessibilité. Allez, autre décor, c'est l'été, il fait chaud, du coup, c'est la ruée vers les plages, chacun avec ses envies, comme c'est le cas donc à l'hydrobase de Saint-Louis, une plage très célèbre à cause des affluences enregistrées durant cette période. Cette année encore, elle reçoit beaucoup de monde venu de divers horizons. Nous y retrouvons sur place Abdouad. Pour ce beau monde, c'est une plage à nul autre pareil. Bon, c'est bon, il y a de l'ambiance, il y a la gaieté, voilà, il y a des gens qui jouent au foot, il y a les jeunes aussi qui profitent des vacances, qui se baignent dans la mer, donc ça fait plaisir quand même. On vient pour se détendre dans un cadre convivial. Pendant l'été, ils sont nombreux à venir profiter de la belle ambiance à l'hydrobase de Saint-Louis. Un endroit unique pour ces amoureux de la plage.
On ne peut pas trouver mieux. Cette plage est unique. Pour moi, c'est le meilleur endroit. Beaucoup de ces jeunes découvrent la plage de l'hydrobase. À présent, ils comprennent mieux l'origine d'un tel engouement. J'ai été vraiment très surpris par rapport aux personnes que j'ai vues ici. Parce que c'est une première que je vois tout un monde comme ça, ici, au niveau de la plage. Et je trouve que c'est une bonne chose. C'est toujours bien de voir un monde comme ça, de partager avec eux en convivialité et peut-être de nouer des amitiés. Les visiteurs viennent de plusieurs localités du pays, en groupe d'amis ou en famille. Un moment de détente qui, selon eux, valait le détour. Il y a une belle ambiance, on s'amuse, on vient ici chaque année et j'espère revenir souvent. Mais chaque année, Inch'Allah, comme toujours, quoi. Au moins une fois dans l'année, ça fait du bien d'être ici avec mes amis pour se baigner, entre autres. Sur ces kilomètres de plage, les jeunes s'adonnent à plusieurs activités ludiques, comme le faux lion, le foot ou encore la lutte simple. Je viens ici exclusivement pour des combats de lutte avec d'autres jeunes venus d'ailleurs. Cette marée humaine représente une belle opportunité pour les vendeurs de réaliser de gros chiffres d'affaires. Machallah, on vend bien, on propose différents plats aux visiteurs tels que du riz au poisson. D'ailleurs, il n'en reste plus. Ici, les gens raffolent. Une équipe de surveillance des plages sécurise la baignade, autorisée jusqu'à 19h. Il y a un arrêté préfectoral qui dit que les baignades sont arrêtées à 19h. Mais nous savons que si à 19h nous commençons à arrêter les baigneurs, nous serons là jusqu'à 21h. C'est pour cela qu'à partir de 18h30, nous commençons à déguerpir la plage. Et c'est très difficile, mais nous avons aussi le soutien de la gendarmerie qui a été déployé par la préfecture avec le capitaine qui nous a vraiment mis en relation avec les gens qui sont ici et ils font du travail excellent. À 19h, il est temps pour certains de rentrer à la maison, pendant que d'autres profitent des derniers instants d'une journée, pas comme les autres. Et après l'ambiance des plages, nous sommes allés à la rencontre de développeurs en herbe, en groupe d'enfants âgés de 10 à 15 ans, initiés à la robotique, au pilotage drone, à l'informatique pour une durée de 15 jours. C'est dans le cadre d'un camp de vacances organisé par la structure Ramram 2X au musée Théodore Monod de l'IFAN. Nos équipes y ont fait un tour, Mamadou Sakiné. Passionné de l'intelligence artificielle, Djibril Gueye vient de réaliser un rêve, piloter un drone. Un exercice rendu possible grâce à ce camp de vacances au musée Théodore Monod de l'IFAN. En venant ici, je ne savais pas encore piloter un drone, car je n'avais jamais encore piloté un drone, mais après ils m'ont enseigné les commandes universelles. Et je sais aussi programmer des jeux. Devenir un développeur de jeux vidéo est l'un des objectifs de ce gamin de 15 ans qui file en classe de seconde l'année prochaine. Le développeur en herbe a franchi un pas en créant un jeu vidéo. Le jeu, il faut éviter de faire tomber une balle. La balle doit rebondir sur une plateforme. Maintenant, si la balle tombe, elle disparaît et elle retourne au début. Vous perdez votre score, vous recommencez. Tu l'as créé en combien de temps? C'était en une journée à l'aide des programmateurs. Ils sont une douzaine d'enfants à profiter de ces 2 semaines de formation. On a appris à piloter les drones, des voitures. On a fait aussi la robotique, Après la robotique, on a commencé à créer des jeux. On a créé beaucoup de jeux. On a aussi créé des petites BD. Des petites BD faites rapidement. J'ai appris l'informatique, l'intelligence artificielle et la programmation des robots comme MacBlock. Je vais devenir une ingénieure en informatique. Justement, susciter des vocations, c'est le principal objectif de l'organisation de cet atelier.
À travers ce camp de vacances-là, nous voulons permettre aux jeunes de passer des vacances agréables tout en apprenant la technologie. Parce que, comme vous le savez, l'illettré maintenant, ce n'est plus la personne qui ne sait pas lire et écrire, mais on doit ajouter à cela les personnes qui ne savent pas utiliser les outils numériques. Ce camp de vacances, ce sont aussi des programmes ludiques comme le Langabouri numérique, un jeu où il faut aller à la recherche des questions inscrites sur une feuille. Ensuite, donner les réponses. Des vacances studieuses pour ces jeunes élèves. Responsabilité sociétale d'entreprise, l'APIX a remis en lot de matériel aux mosquées et daras déplacés dans le cadre de la deuxième phase du TER. Train express régional, la cérémonie de remise des matériels a eu lieu à la Maison des Amis de la Nature de Mbao, à Kaltomgé et la Menfala. La fibre sociale de l'Agence nationale pour la promotion des grands investissements, APIX, a vibré dans la commune de Mbao. Un important lot de matériel a été remis aux impactés du projet du train express régional. Le président de la République nous a instruit d'accompagner socialement tous ceux qui sont impactés. C'est la raison pour laquelle nous avons démarré depuis plusieurs années l'accompagnement de tous ceux qui sont impactés. Ces impactés des communes de Diamaguène, Mbao, Mbao, Thiaroye-Gare, Rufisque Nord et Diamniadio ont bénéficié de l'appui de l'APIX. Toutes les couches ont été couvertes, que ce soit les jeunes, les femmes, mais aussi les écoles, les daras et tout ce qui devait être en tout cas pris en charge dans le cadre de ce projet l'a été. On ne peut pas exécuter un projet d'intérêt national tel que le TER et créer de la précarité. Autorités administratives et locales ont pris toutes les dispositions pour améliorer le cadre de vie des populations impactées. L'État va continuer à suivre et à accompagner les impactés jusqu'à leur réinstallation effective pour leur garantir les meilleures conditions de vie possibles. Aujourd'hui, nous sommes très satisfaits des déplacés qui sont au niveau de nos quartiers et de la manière dont leurs conditions de vie ont été prises. Maintenant, ce qui reste, c'est les espaces libérés par le TER. La prise en compte de la RSE est une réalité à l'APIX. L'agence assiste les communes impactées des grands projets de l'État. Nous avons aussi une direction de la communication et de la responsabilité sociétale des entreprises parce que nous impactons beaucoup sur la vie quotidienne des Sénégalais par les grands travaux. Et donc, il est tout à fait nécessaire que nous soyons à leur côté pour les accompagner socialement, économiquement, mais aussi à améliorer leurs conditions de vie dans tous les domaines. Le TER, maintenant, ça nous facilite le voyage. Quand tu quittes Kër-Maïfar pour aller à Dakar, tu arrives facilement sans faire embouteillage. Ou bien à Diamniadio, c'est pareil. Donc, tout ce que l'État a fait, c'est pour nous. Le public apprécie aujourd'hui les entreprises respectant des valeurs socio-environnementales et l'APIX cherche à avoir un impact positif sur la société, tout en étant économiquement viable. Les sports au menu du football mondial féminin. Angleterre-Espagne, c'est l'affiche de la finale qui se jouera dimanche à 10h GMT. L'Angleterre a validé son ticket ce matin après avoir dominé l'Australie en demi-finale. 3-1. Suivons le résumé de la partie avec Ibrahim Mouba. Regard dans le vide, déception, tristesse. L'Australie, un des pays organisateurs de la Coupe du Monde, rate le coche devant son public. L'Angleterre, qui joue sa 3e demi-finale d'affilée, a eu plus de métier et d'efficacité à ce niveau de la compétition. La première mèche est allumée à la 36e minute par El Atoun, un sublime extérieur du pied dans la lucarne. 1-0 pour l'Angleterre. La réplique australienne vient de Sam Kerr en seconde période. Elle fait se lever tout un stade. Elle est splendide cette frappe avec Sam Kerr à la 63e minute avec l'égalisation. Un missile sol-air qui fait des dégâts importants dans le camp adverse. Les Three Lions vont profiter d'une erreur défensive à la 71e minute pour reprendre l'avantage. Une offrande pour Lauren Hemp qui double la mise. Le manque de lucidité de Carpenter est à l'origine du but. Qui était bien dans son match et là sur une action. Poussés par le public, les Australiennes ont cherché à égaliser sans y parvenir, vendangeant beaucoup d'occasions. Plus pragmatique,
Les Anglaises attendent la 86e minute pour porter le dernier coup de canif. Imp décale pour Alessia Russo qui enterre les derniers espoirs australiens. La messe est dite, l'Angleterre, championne d'Europe en titre, se qualifie en finale du mondial féminin. On frappe avec le break. Il y a de quoi couler les larmes avec la décision de Xamker. Ça fait 3 pour l'Angleterre, 1 pour l'Australie. Ah, la messe est presque dite. Et puis notez également que la star du football brésilien Neymar rejoint l'Arabie Saoudite. Il a signé un contrat de 2 ans avec Al Hilal. Le montant du transfert est estimé à 90 millions d'euros plus des bonus. Il touchera donc un salaire annuel de 150 millions d'euros, sans compter les primes qui peuvent lui permettre d'avoir 200 millions d'euros au total, environ plus de 130 milliards de francs CFA. Voilà donc qui met fin. Et puis encore tournoi pré-olympique de basket à Lagos. Le Sénégal fera face au Mali demain à 17h GMT. Un match que vous pourrez suivre en direct sur la RTS. Et Sénégalais justement et Maliens vont jouer pour la première place de la poule A. Le Nigeria, pays hôte du tournoi, est éliminé après avoir perdu ses 2 matchs. Voilà donc qui met fin à cette présente édition. Merci de l'avoir suivi. Bonne soirée à tous.